Comment l'argent gouverne les gens? Beaucoup de gens se sentent surchargés de travail. Ils ont le sentiment qu'ils doivent faire beaucoup plus en moins de temps. Les scientifiques ont montré qu'en fait, la pression et la densité du travail augmentent. Ils appellent ce phénomène l'accélération sociale. Suite à cela, de nombreux travailleurs augmentent leur rythme de travail, travaillent plus longtemps ou à partir de leur domicile et réduisent les pauses, souvent jusqu'à l'épuisement. De plus, la pression financière causée par l'augmentation du coût de la vie, loyer, électricité, alimentation, carburant, etc., est également en constante augmentation. En moyenne, chaque Allemand est endetté de 29 000 €. Ces charges professionnelles et financières croissantes sont-elles un développement fortuit qu'il faut accepter sans se plaindre? Ou y a-t-il une cause évidente qui pourrait être éliminée? Comment l'argent est créé? Beaucoup de gens croient que la monnaie est créée lorsque les banques centrales impriment des billets de banque et les mettent en circulation. C'est vrai, pour autant qu'on parle d'argent. Mais les banques commerciales ont une autre façon de faire de l'argent, par l'octroi de prêts. Un emprunteur est crédité d'une certaine somme d'argent, par exemple 30 000 €. En contrepartie, la banque se contente d'augmenter de 30 000 € le montant en actifs sur son compte. La monnaie dite monnaie comptable ou monnaie fiduciaire est créée à partir de rien dans l'ordinateur de la banque en appuyant sur un bouton. Le montant ainsi généré n'était pas réellement là avant l'octroi du prêt. L'argent créé à partir de rien doit être gagné par la suite par des personnes qui ont du travail. Ce n'est qu'au moment où quelque chose est construit ou produit avec de l'argent emprunté que ce montant a une valeur réelle, par exemple une propriété privée qui a dû être hypothéquée au préalable à la banque comme garantie. Il est étonnant que les banques reçoivent des intérêts et des intérêts composés au cours du remboursement du prêt, ou en cas d'insolvabilité de l'emprunteur, par exemple qu'elles reçoivent la maison hypothéquée, alors qu'elles n'ont pas eu à dépenser d'argent au départ. L'intérêt composé, un avantage pour quelques-uns. L'intérêt composé décrit les intérêts que les épargnants ou les débiteurs reçoivent sur les intérêts. Comme les intérêts génèrent toujours de nouveaux intérêts, l'argent se multiplie presque constamment par lui-même, ce qui a des conséquences inimaginables. Si en l'an 0, quand Jésus est né, Joseph avait investi 1 centime d'euro avec 5% d'intérêt et d'intérêt composé, alors aujourd'hui, plusieurs milliards de globes d'or purs du poids de cette terre auraient été créés. Si Joseph avait investi ce même centime d'euro sans intérêt composé, il se serait transformé en un seul euro pendant toutes ces années. Ce calcul fait ressortir clairement l'effet extrême de l'intérêt composé. Par l'effet des intérêts composés, tous les débiteurs qui ne peuvent pas payer leurs intérêts à temps sont pénalisés, et ceux qui prêtent l'argent sont favorisés. L'intérêt composé contribue ainsi à une croissance exponentielle des dettes et des actifs mondiaux, appauvrit les pauvres et enrichit toujours davantage une minorité de riches. Albert Einstein a résumé les effets de l'intérêt composé comme suit. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, et celui qui ne les comprend pas les paie. Les entreprises enrichissent les bénéficiaires des intérêts. Chaque année, dans des études telles que le rapport d'Oxfam 2017, on peut lire qu'un nombre croissant de personnes deviennent de plus en plus pauvres et que quelques-unes deviennent de plus en plus riches. Pourquoi en est-il ainsi? Comme les prêts sont accordés avec des intérêts, toutes les entreprises qui ont contracté un prêt doivent verser des intérêts. Les entreprises ne peuvent payer ces intérêts que si elles produisent de plus en plus de marchandises en réduisant le temps de travail et en utilisant de moins en moins de matières premières. De plus, les entreprises répercutent sur le consommateur le montant des intérêts en augmentant les prix de leurs produits.
Actuellement, environ 40% des frais d'intérêt sont dissimulés dans les prix des produits que tout le monde paye lorsqu'il fait des achats. De cette manière, l'argent passe des consommateurs aux bénéficiaires des intérêts via les entreprises productrices de produits. Il s'agit avant tout de riches investisseurs et des propriétaires des banques qui sont pour la plupart privés. La Fed, instrument des banquiers criminels pour asservir le monde. Selon l'écrivain américain J. Edward Griffin, en 1910, des représentants des principales banques, Rothschild, Rockefeller, J.P. Morgan, Warburg, Kuhn Loeb, etc., se sont rencontrés dans le plus grand secret, sur l'île de Jekyll, une île au large de l'État américain de Géorgie. Ils se sont réunis pour fonder le système de la Réserve fédérale des États-Unis, Fed, égale Federal Reserve System. Cette banque centrale privée était destinée à accorder des crédits au gouvernement, aux entreprises et aux particuliers. En position de monopole absolu, la Fed devait permettre aux banquiers de déterminer la masse monétaire et le taux d'intérêt. Ce monopole a été garanti par les principales banques grâce à la loi dite Federal Reserve Act, un projet de loi élaboré à l'insu du public, qui a été adopté fin 1913. Dans son best-seller « The Creature of Jekyll Island », Griffin dévoile que la Fed est un pur cartel, qui a impitoyablement et insidieusement conduit ses emprunteurs à une dépendance financière totale. Depuis plus d'un siècle, l'endettement des emprunteurs est devenu incontrôlable, tandis que la richesse des familles de banquiers a augmenté de façon incommensurable. Les banques centrales, un instrument de pouvoir des oligarques de la finance. Pourquoi les banques centrales sont-elles un instrument de pouvoir des oligarques de la finance? Les banques centrales sont responsables de la politique monétaire dans un pays ou une zone monétaire. Il est important de comprendre que presque toutes les banques centrales du monde ne sont pas des institutions gouvernementales, mais des banques contrôlées par le secteur privé. À l'exception des banques centrales de quelques pays comme la Corée du Nord, Cuba et l'Iran, elles sont toutes contrôlées par la famille Rothschild et quelques familles de banquiers internationaux. D'ailleurs, ces pays, ce sont précisément ceux qui attirent l'attention négativement et qui font constamment les gros titres négatifs dans les médias. Je me demande s'il y a un lien. C'est un autre sujet. Cela permet à ces oligarques financiers, avec leurs banques centrales sous contrôle privé, de déclencher des crises économiques dans un pays ou même dans le monde entier. Par exemple, la crise bancaire aux États-Unis en 1920, la crise financière américaine en 1929 et aussi la crise financière en 2008, avec ses énormes turbulences et ses conséquences à travers le monde entier. Ces crises financières ont toutes trois été provoquées par la Banque centrale américaine, la Fed. De même, en 1998, la Russie et en 2001, l'Argentine ont été plongées dans une crise économique profonde causée par la politique monétaire de leur banque centrale. Qui profite de tout cela? Dans toutes ces crises, seuls les oligarques financiers ont retiré du profit, augmentant ainsi énormément leur pouvoir et leur richesse, tandis que la population était plongée dans la pauvreté et la détresse. Comment le pouvoir est exercé via la monnaie de réserve. Qu'est-ce qu'une monnaie de réserve et comment peut-on la contrôler? La monnaie de réserve est la devise qui a une position particulière dans le système monétaire international et qui est utilisée dans le commerce mondial comme devise de transaction. Les accords de Bretton Woods de 1944 ont élevé le dollar américain à cette position spéciale et l'ont établi comme monnaie de réserve. Par conséquent, la plupart des pays ne peuvent pas effectuer leurs transactions commerciales dans leur monnaie nationale. Si par exemple un entrepreneur argentin veut acheter des machines en Allemagne,
il doit, avant de payer, convertir des pesos argentins en dollars américains. Dans ces transactions internationales, la Banque centrale américaine Fed, qui est la seule institution capable de créer et de faire circuler de nouveaux dollars, non seulement réalise constamment des bénéfices, mais contrôle également tous les flux économiques. Les États-Unis peuvent par exemple, par des sanctions, interdire à un autre pays d'utiliser des dollars américains comme moyen de paiement. Ainsi, ils exercent actuellement une forte pression politique sur le Venezuela. Le pays s'est vu interdire depuis longtemps de négocier son pétrole avec des dollars américains. Le pétrole qu'il produit lui reste ainsi sur les bras. Cela frappe très durement le Venezuela et sa population car le pays se finance principalement par la vente de pétrole. Il pourrait en être autrement. Le miracle de Vurgel. En 1932, la crise économique mondiale a plongé l'Europe dans la détresse et le chômage. La municipalité autrichienne de Vurgel a introduit une monnaie de substitution régionale parallèle à la monnaie de l'époque, le shilling. Elle a été conçue de telle manière qu'elle perdait 1% de sa valeur chaque mois, tout comme les marchandises perdent de la valeur avec le temps. Par conséquent, personne n'a thésaurisé son argent, tout le monde l'a dépensé le plus rapidement possible. La monnaie régionale était donc comme du carburant qui circulait rapidement, faisant ronronner le moteur économique pour le profit de beaucoup. Lorsque cet exemple a attiré l'attention de toute l'Europe, il a été interdit par le système judiciaire autrichien. La raison ? Seule la Banque nationale peut émettre de l'argent. Le miracle de Vurgel était terminé, la crise est revenue. S'il était possible de faire comprendre à la majorité des gens le système monétaire et financier actuel, au moins dans ses caractéristiques de base, alors il pourrait être possible de créer un nouveau système différent. Celui-ci serait créé par le biais d'un bouleversement social fondamental, qui ne servirait pas le 1% de la population, mais la majorité, et qui parviendrait à transformer l'argent en un produit qui ne domine pas les gens, mais qui est dominé par la majorité des gens.